Alors voilà, aujourd'hui, le président Biden vient d'autoriser l'utilisation par l'Ukraine de tout type de missiles longue portée qui leur ont ou qui leur seront livrés, y compris en direction de la profondeur du territoire russe. C'est quelque chose que tous les gens qui suivent un peu l'opération spéciale russe en Ukraine craignaient, puisque le président Poutine a prévenu que dans la mesure où de tels missiles ne pouvaient pas parvenir en Russie, en profondeur en Russie, sans être mis en œuvre et pilotés par l'OTAN, l'utilisation de tels missiles serait considérée comme un acte de guerre des pays fournisseurs des armes envers la Russie. C'est une ligne rouge, et d'ailleurs les Russes ont changé leur doctrine nucléaire pour prendre en compte cette information. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui une fois que l'information est tombée? Eh bien, le fils Soros a trouvé que c'était une décision formidable, puisqu'il a fait un tweet dans ce sens sur X. Mais il n'est pas le seul, puisque dans la foulée, les Français et les Anglais ont annoncé qu'ils autoriseraient également l'Ukraine à utiliser leurs missiles en profondeur contre la Russie. Dans la foulée, Zelensky, qui était interviewé par CNN et auquel on demandait quelles étaient ses intentions, a dit qu'il ne dirait rien et que quand les missiles parleraient, ce sera un message suffisant. On sait très bien que des missiles doivent déjà être en Ukraine, en tout cas les missiles français, anglais. On ne sait pas encore quelle va être la décision que prendront les Allemands, mais on se rappelle qu'il y a quelques jours, Scholz a parlé longuement avec Vladimir Poutine. On n'a pas les détails de leur conversation, mais en tout cas, ils ont parlé et il y a toujours ces fameux missiles allemands Taurus qui sont des missiles avec des charges beaucoup plus lourdes que les autres missiles et qui seraient en particulier des missiles capables de détruire à longue distance le pont de Kerch, donc le pont qui rejoint la Crimée et qui reste une cible très prioritaire pour le régime de Zelensky. Donc on voit véritablement qu'on approche d'une ligne rouge. Évidemment, vous avez compris que tout ça se passe rapidement après l'élection de Donald Trump, dans une grande période de vide du pouvoir aux États-Unis, et également avec beaucoup de tractations au Sénat, où il va y avoir une majorité républicaine, mais évidemment le président du Sénat pourrait être quelqu'un qui n'est pas totalement favorable à Donald Trump, et on pourrait revivre finalement ce qui s'est passé en 2020, où une partie des sénateurs et des membres du Congrès s'étaient complètement désolidarisés de Donald Trump, et ils avaient d'ailleurs même voté pour son impeachment, pour sa destitution. On pourrait se retrouver dans une situation très similaire sur beaucoup de dossiers, en particulier l'environnement, en particulier la Russie, la Chine, le Proche-Orient. On voit que pour l'instant les annonces de Donald Trump sont très pro-sionistes, puisqu'en fait la priorité de Donald Trump, ça va être de régler et d'essayer de régler la situation à l'intérieur des États-Unis. Est-ce qu'il va s'attaquer à la Fed? Est-ce qu'il va s'attaquer à l'EPAC? Est-ce qu'il considère que ça fait partie du marais ou pas du tout? C'est vraiment une grande question, parce qu'en fait, quand on s'attaque au marais, soit on s'attaque véritablement à tous les problèmes, à tous les lobbies, à tous ceux qui influencent de façon disproportionnée la politique américaine au détriment des citoyens américains. Donc ces guerres qui n'en finissent pas, ces centaines de milliards qui sont distribués, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment, aux quatre coins du monde, hein, pour promouvoir la politique LGBT, pour promouvoir le wokisme, mais aussi pour promouvoir des changements de régime. On voit ce qui est en train de se passer en Géorgie, mais ce qui s'est passé un peu dans plein d'endroits, hein, depuis la Yougoslavie jusqu'à l'extension de l'OTAN vers les frontières de la Russie, mais également en Syrie, en Irak, en Libye, dans d'autres pays africains, les pressions qui sont émises. Bref, tout ça est vraiment assez inquiétant
Voilà, alors je le détaille régulièrement dans des lettres sur mon compte Substack, que maintenant de plus en plus je vous invite véritablement à retrouver parce qu'il y a beaucoup moins de censure. Malheureusement, les algorithmes de X deviennent délirants. Ils invisibilisent et vous gagnez 500 nouveaux comptes, mais il y en a une grande partie aussi qui sont supprimés sans aucune raison. C'est pareil avec YouTube, où quand on cherche avec mon nom les vidéos, alors que ma chaîne porte mon nom et mes vidéos ont mon nom sur le titre, bizarrement mes vidéos à moi apparaissent en 5, 6e, 7e page. C'est-à-dire qu'avant, il y a plein de vidéos farfelues, pas forcément récentes, qui apparaissent en avant, ce qui veut vraiment dire que les algorithmes sont truqués pour me défavoriser. Donc c'est pas le cas sur Substack. Donc je vous invite à découvrir Substack et vous pouvez le faire en allant sur substack.com ou sur l'application Substack et vous me cherchez à Bertrand55. Pour tout contact, vous pouvez m'écrire à Bertrand, BERTRAND, @55bellechasse.com. 55 BELECHA2SE.com. Bertrand @55bellechasse.com. Donc vous pouvez me contacter. J'ai un compte PayPal également, donc Substack, des conférences et également je vous propose régulièrement de me rencontrer les yeux dans les yeux autour de Pot de Miel ou de me contacter pour du miel. Donc voilà, c'est aujourd'hui la manière avec laquelle je peux continuer à consacrer complètement mon temps à ce type de rendez-vous sur X, sur YouTube, dans mon Substack, sur Telegram, et également parfois sur d'autres chaînes, puisqu'au cours des derniers jours, j'ai été invité pour faire un space relativement long. Et tout de suite, hier dans la soirée, on a fait avec Karl Brochu une première vidéo en direct que vous allez trouver dans la suite de cette introduction. Donc je vous invite à partager la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous invite à me suivre sur les différents supports, en particulier sur Substack. Et je vous dis à très bientôt. Espérons que les choses vont pas s'envenimer, que Donald Trump, qui a immédiatement fait parler son fils, qui est véritablement très très proche de lui, pour dire que tout ça c'était une folie, ça montre bien quelle est la position de Donald Trump. Il est rentré en urgence de Floride à New York avant même le déjeuner, ce qui n'était pas du tout prévu, de la même manière que Vladimir Poutine est retourné au Kremlin. Les deux doivent en train d'évaluer avec leurs équipes les messages à faire passer, sachant qu'en ce moment se déroule au Brésil un sommet du G20 où il va être question évidemment de ces questions-là. Donc c'est Lavrov qui représente la Russie. Et il y aura également, évidemment, comme toujours, des questions d'environnement, etc. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire du génocide de Gaza. En tout cas, je pense qu'il faut tout le temps en parler et ne pas se laisser détourner par quoi que ce soit, parce que les choses, de toute façon, sont totalement liées les unes aux autres. C'est une guerre du bien contre le mal qui prend toutes les formes possibles, sachant qu'une des formes les plus importantes, c'est la guerre pour le contrôle des âmes et pour le contrôle des cerveaux, sur laquelle les Américains ont véritablement une longueur d'avance avec leur système d'intelligence artificielle, comme ChatGPT ou Grok. On peut voir très facilement à quel point ChatGPT est woke et très politiquement orienté. Et j'en ai fait l'expérience moi-même en lui demandant des choses simples comme faire un pèlerin à Jérusalem contemporain devant la mosquée Al-Aqsa, et il ne pouvait pas s'empêcher de mettre sur le dessin un drapeau israélien, même quand je lui demandais de l'enlever. Voilà, c'est vraiment important de le savoir. À l'inverse, Grok, vu les réponses qu'il donne, pourrait très facilement en France être considéré comme antisémite ou antisioniste, et avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Donc quelle va être la position au fil des prochaines semaines d'Elon Musk?
Ça va être particulièrement intéressant, autant sur l'Ukraine, mais là, il s'est véritablement dévoilé, que sur ce qui se passe à Gaza. Pour l'instant, on l'attend. Il a déçu beaucoup de monde. Moi, je pense qu'il n'avait pas de choix, parce que pour gagner des élections aux États-Unis, il faut peut-être agir ainsi. On va le savoir rapidement. En tout cas, les choses vont très très vite. Je l'avais dit immédiatement, les démocrates ont reconnu trop vite leur défaite. Et donc ça, c'était une manière, encore une fois, d'attendrir naïvement les républicains pour mieux attaquer de tous les côtés. C'est ce qui est en train de se passer. J'imagine de toute façon que Trump était préparé évidemment à ce scénario. Maintenant, est-ce qu'il a pu tout anticiper? Jusqu'où ils sont capables d'aller? Puisqu'il y a eu une tentative déjà d'assassinat à son encontre, je ne sais pas. En tout cas, on va au-devant de grandes surprises. Rappelez-vous qu'ils n'avaient pas hésité, les Ukrainiens, à essayer d'envoyer des drones sur le Kremlin. Il y a déjà eu une destruction du pont de Kerch, il y a eu la destruction de Nord Stream, il y a eu les attentats de Crocus. Donc il n'y a pas de limite, entre guillemets, à ce qui peut se faire. Il y a eu énormément d'exactions dans la région de Koursk. Il y a beaucoup de témoignages en ce sens. Il y a eu des prisonniers de guerre qui ont été véritablement massacrés par les Ukrainiens, des prisonniers de guerre russes. Donc on est vraiment dans une guerre qui est sans limite et les choses s'accélèrent véritablement puisque Trump sera investi président le 20 janvier et donc tout peut arriver d'ici le 20 janvier. Je rappelle à cet égard que le 29 novembre, le président Macron fera un discours à l'intérieur de Notre-Dame pour une messe qui sera célébrée en l'honneur de tous les gens qui ont travaillé, les artisans, les partenaires, les sponsors, à la restauration de Notre-Dame. Donc, c'est une petite victoire de croire qu'il ne fera pas de discours dans Notre-Dame. Effectivement, il ne va pas le faire le 7, 8, 9 ou 10 décembre, puisqu'il l'aura fait avant, et il l'aura fait avant, finalement, devant les personnes qui lui auront permis de transformer Notre-Dame exactement comme il voulait, y compris l'ameublement. Donc attendons-nous à de grandes surprises, parce que de toute façon, d'ici le 29, ce qui va arriver très vite, beaucoup de choses vont se dérouler, que ce soit à Gaza, au Liban, vis-à-vis de l'Iran, mais également aux États-Unis, entre républicains, je dis bien entre républicains et démocrates. On n'est pas au-devant d'autres surprises, comme une démission de Joe Biden, qui pourrait faire de Kamala Harris la 47e présidente, ce qui repousserait éventuellement la présidence de Donald Trump à la 48e. Et est-ce que ça aurait des conséquences juridiques, une telle démission, sur le serment de Donald Trump ou autre, si en plus une guerre commence à ce moment-là? Je ne sais pas. En fait, tous les scénarios sont possibles. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de monde, énormément de monde aux États-Unis qui ne veut absolument pas voir cette élection de Trump, avec ce qui risque d'être une énorme chasse aux sorcières et beaucoup de condamnations. Donc je vous invite à profiter de cet échange avec Carl Brochu qui devrait vous passionner. On avait plus de 550, je crois, personnes en direct à plus de minuit, 1h du matin, heure française. Bon, c'était une meilleure heure pour le Québec, mais vu les chats, et les gens sont restés quasiment d'un bout à l'autre. Donc je vous encourage à regarder, partager cette vidéo, je vous encourage à me suivre, à découvrir mon compte Substack, les lettres Substack. Vous verrez, il y a des thèmes très variés et c'est intéressant la lecture parce que ça pousse à rentrer dans les détails, ça pousse à véritablement faire travailler son cerveau, son imagination différemment de ce que c'est quand on regarde des vidéos, qu'on écoute des podcasts ou qu'on lit des très courts tweets ou qu'on regarde des choses sur TikTok. Et si vous voulez, contactez-moi pour du miel ou contactez-moi sur PayPal en me contactant à bertrand@55bellechasse.com. Je vous remercie, à très bientôt.
Bertrand Scholler, qui est pour nous vraiment il nous apporte un éclairage souvent privilégié à Brochu TV. Bertrand, salut, comment ça va? Ben, écoute, bonsoir Karl. Alors, comment ça va? En fin d'après-midi, j'étais en train de boire un verre avec des amis. Quand la nouvelle est tombée, inutile de dire que c'est une nouvelle qui m'a fait relativement peur, et le mot est faible. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, puisqu'on a eu quasiment dans la demi-heure qui suivait, puisque c'est le New York Times qui a révélé ça, Trump est parti d'urgence de Floride pour retourner à New York. Donc on a vu son convoi immense avec des images, ce qui n'est pas du tout l'heure à laquelle il retourne en Floride, puisque à ce moment-là, c'était quasiment le matin, tu vois, alors que d'habitude, il déjeune dans son clubhouse, il rencontre les gens, etc. Et puis il part plus tard pour être éventuellement le dimanche soir ou plutôt le lundi matin à New York où il passe la semaine. Et on a exactement la même chose qui s'est passée au Kremlin, puisque Vladimir Poutine est retourné en urgence au Kremlin dans la nuit. Donc c'est pas Ouais. du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quelque chose que les Russes avaient anticipé, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien, comme beaucoup d'analystes, qu'en cas d'élection de Trump, la période la plus dangereuse, puisque l'attentat contre Trump, la tentative d'assassinat avait échoué lors d'un de ses meetings, c'était qu'il fasse quelque chose après son élection et avant son investiture, le 20 janvier. Et donc, on est vraiment dans cette période de tous les dangers dans lequel le pouvoir aux États-Unis, finalement, il est entre les mains de personne, à part les gens qui tirent les ficelles. Et quand on connaît un peu la politique américaine, on sait que Trump n'est pas particulièrement aimé au sein du Parti républicain non plus. Il y a des gens qui l'aiment bien dans le Parti républicain, mais la très grande majorité des sénateurs ne l'apprécient pas et une bonne partie des membres du Congrès non plus. Et là, je parle des républicains, je ne parle pas des démocrates. Et donc, ces gens-là pourraient prendre une décision complètement folle si jamais une guerre commençait ou autre, en considérant que finalement Trump ne comprend pas quel est l'intérêt supérieur des États-Unis, qu'il est un traître, qu'il est lié à la Russie. Hein. On se rappelle de tout ce qu'ils ont fait pendant son premier mandat par rapport à la Russie, et surtout si la Russie réagissait à une provocation. Et la Russie a dit qu'il réagirait à une provocation, et je pense qu'on va détailler ça au cours de notre échange, parce qu'ils ont changé de doctrine nucléaire. Je dis bien de doctrine nucléaire, pas de doctrine militaire, parce qu'il n'y a pas véritablement de doctrine militaire publique, il n'y a qu'une doctrine nucléaire qui est publique, puisque par définition, le nucléaire, c'est la dissuasion. Donc tu explicites ta doctrine, et à charge pour ceux qui sont en face de la lire assez clairement pour comprendre quelle est la ligne rouge. Et la ligne rouge, elle a changé au sens où si des missiles devaient être tirés en profondeur sur le territoire russe, donc ça veut dire toucher Moscou, Saint-Pétersbourg ou des infrastructures importantes, la Russie, dans sa doctrine, peut utiliser toutes les armes à sa disposition, y compris les armes nucléaires, non seulement pour viser le pays qui a envoyé le missile, mais pour viser tous les collaborateurs de ce pays. Et comme les missiles longue portée américains et les missiles longue portée européens qui viennent d'être promis à l'Ukraine, ça veut dire qu'ils sont déjà sur place, ça veut dire que dès cette nuit, l'Ukraine peut les utiliser. Puisqu'en général, quand ils annoncent ça, que ce soit pour les chars, pour tout ça, c'est déjà sur place, sauf s'ils disent vous les recevrez à tel horizon, comme pour les F-16 par exemple. Eh bien, ces missiles ne peuvent être euh, envoyés que par les troupes de l'OTAN. Et je vais expliquer pourquoi. Les missiles américains que vient d'autoriser Biden à l'Ukraine, c'était déjà le cas, mais là, il vient d'autoriser l'Ukraine à les utiliser en profondeur en Russie. Eh ben, ces missiles, quand ils sont envoyés, leur trajectoire a été calculée par satellite, parce qu'en fait, c'est des missiles furtifs qui volent en rase-motte, et donc il faut une carte très précise en 3D
entre le point de départ et le point d'arrivée, puisqu'en fait, la trajectoire ensuite du missile est automatique pour éviter que des systèmes de brouillage puissent empêcher le missile d'arriver, puisqu'il ne peut pas être brouillé, puisqu'en fait, il a en lui l'information de son trajet. Ce n'est pas une information qu'il reçoit par un signal quelconque, elle est en lui. Et ensuite, il y a des systèmes au moment de l'approche de la cible qui vont lui permettre d'optimiser le fait d'atteindre la cible. Et comme c'est des technologies qui sont secrètes, évidemment, les Américains ne veulent pas que le savoir-faire passe entre les mains de l'Ukraine, puisqu'ils considèrent de toute façon l'Ukraine comme un ennemi possible, puisque c'est un pays frère de la Russie. Et donc, il n'y a qu'eux qui ont le savoir-faire pour piloter ces engins-là. Et ils ne vont pas du tout le confier à quelqu'un d'autre. Imaginons qu'ils le fassent avec les Ukrainiens, que ce soit un soldat infiltré russe et qu'il apprenne toute la technologie de guidage, et c'en est fini d'investissement en centaines de milliards des Américains. Donc, ils ne le font pas. Et Poutine l'a explicité clairement. Il a dit, ne nous prenez pas pour des idiots. On sait que si un missile arrive chez nous, c'est que c'est vous qui l'avez envoyé, l'OTAN, et pas l'Ukraine. Et donc, ce sera un acte de guerre. Et un acte de guerre qui attaque l'intégrité de notre territoire impliquera automatiquement une réponse extrêmement forte. On a vu ce qui s'était passé avec l'Iran quand l'Iran a réagi aux attaques d'Israël. Il n'y a aucun doute que la Russie réagira. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent non, ils ne feront pas l'escalade, ils attendront l'arrivée de Trump. Mais ils ne peuvent pas ne rien faire. Et ce n'est pas possible. Parce que s'ils acceptaient de rien faire après les premiers missiles, quelques jours après, il y en aurait d'autres, et ainsi de suite. Puisque les militaires en face se diraient, tiens, Poutine est lâche, Poutine rêve que Trump va l'aider. Et ça, c'est pas possible parce que, petit 1, Poutine sait très bien que Trump peut être 6 pieds sous terre très rapidement, donc il n'est pas sûr que Trump arrive, et il n'est même pas sûr que, même une fois que Trump aura prêté serment, le Sénat ou le Congrès, même s'ils sont à majorité républicaine, lui permettront de négocier la paix. Alors qu'on voit bien que les pays européens, le patron de l'OTAN lui-même dit, quitte à, on est prêt à virer les États-Unis si le nouveau chef d'État américain voulait sortir de l'OTAN, ça ne nous posera pas de problème. Je ne sais pas si il faut bien entendre tout ce qui a été dit au cours des derniers jours. Oui. L'élection de Trump. On voit Trump triomphal, si tu veux. Tous les gens qui aiment bien Trump, ils le voient dans des salles de boxe, acclamé. Mais en réalité, ça, c'est très naïf de regarder ça, puisque c'est encore une fois une manière de nous divertir. Donc, Trump fait des annonces, etc. Mais par exemple, Mike Pence, l'ancien vice-président de Trump, est en train de mettre en place une fronde au sein du parti républicain pour empêcher Kennedy de devenir ministre de la Santé. Et l'argument qu'il utilise, c'est que Kennedy est un pro-avortement et qu'il est hors de question que les républicains aient un ministre de la Santé pro-avortement, puisque Kennedy, c'est un démocrate, et il a toujours été pro-avortement, pas du tout comme Trump ou une grande partie des républicains. Et donc, on voit bien que tout ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et Trump le sait, donc il essaye de... En fait, Trump sait que quitte à marcher les pieds dans le plat, son pire ennemi, c'est les PAC, en fait. C'est parce que eux souhaitent la guerre. Le fait qu'il y ait cette guerre qui continue en Ukraine évite que tous les yeux soient portés sur le génocide de Gaza, et ça permet à Netanyahou, lui aussi, d'accélérer le côté irréversible du génocide de Gaza, avec ce qui se passe au nord de Gaza, avec les journalistes qui sont tués, chaque jour des centaines de personnes tuées à Gaza. Tu sais, dans l'histoire du génocide juif de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une date qui est importante, ça s'appelle la nuit des longs couteaux. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale, une nuit pendant laquelle beaucoup de juifs ont été tués en une nuit. Mais en fait, c'était environ 100. Mais c'est une date qui marque tous les esprits dans le monde entier. Tout le monde oui. nuit des longs couteaux.
Mais tous les jours, il y a plus de 100 civils qui sont tués à Gaza. Tous les jours. Juste pour avoir une idée de proportion. Et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que tous les jours, la Palestine subit plus qu'une nuit des longs couteaux. Et ils le subissent uniquement parce qu'ils sont palestiniens et qu'ils sont à un endroit où les Israéliens ne veulent pas qu'ils soient. Donc c'est véritablement ethnique. On peut véritablement parler de génocide. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas, les Israéliens, même les membres du gouvernement Netanyahou, puisqu'ils parlent d'eux comme des animaux. Enfin bref, donc ça c'était un peu mon Bertrand, introduction. tu réponds à ma question. Je voulais savoir aussi, avec une annonce comme ça de Biden, l'attention internationale va être portée sur l'Ukraine, là, parce qu'il y a de quoi de très dangereux là, qui peut se produire là-bas et qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'humanité. Et aussi, ce qui se passe au Proche-Orient, c'est je voulais connaître l'impact de ça et tu viens de répondre comme il faut à ma question. Revenons à ce que Biden a dit, là, les missiles de longue portée. Alors Euh, la nuit des longs couteaux, l'autre nom oui. c'était la nuit de cristal. Il y a quelqu'un qui a rappelé ça, mais peut-être parce que c'est plus marquant cristal que couteau. Mais voilà, il y a eu deux noms. Ah, puis nous, au Québec, la nuit des longs couteaux a une résonance parce que quand Trudeau a trahi le Québec lors de l'adoption de la Constitution canadienne où les 9 provinces anglophones se sont tournées contre le Québec, ça a été tout manigancé, ça, par Pierre Elliott Trudeau. Et on avait appelé cette nuit-là où René Lévesque s'était levé le lendemain matin avec 9 provinces contre lui. Qui nous a imposé la Constitution canadienne. On a appelé cette nuit-là la nuit des longs couteaux. Donc, pour nous, là, ça a une résonance au Québec. Mais revenons à ce que Biden a dit. Écoute, j'ai aussi parlé à plusieurs de mes collaborateurs, dont Jean-Claude, là, qui suit la situation de près. Ça a une implication, tu l'as dit, c'est pas une surprise pour nous. Tu l'avais dit, c'est il y a 2, 3 semaines que cette période-là allait être très délicate, que les démocrates allaient peut-être tenter le tout pour créer un chaos. Tu as noté que Trump s'était déplacé d'urgence et Poutine aussi. Il y a quelque chose de très important. Là, on se retrouve quasiment à la crise des missiles de 1962. Là. On est là, là. On est à 2 cheveux d'un conflit nucléaire. J'ai le signal informatique de Bertrand qui a coupé. C'est les joies du direct. Je vais laisser Bertrand réapparaître. Je vais le voir bouger dans la coulisse. Alors, pour ceux qui viennent de joindre à nous, on a vraiment quelqu'un de très près de l'information, un spécialiste. Bertrand Scholler connaît bien les rouages de tout ce qui se passe au niveau mondial. Il a tenu des postes, connaît plein de monde qui nous permet de connaître. Ce gars-là, et j'étais très content d'apprendre là, que cet après-midi, quand il a entendu parler de cette nouvelle-là, moi, j'étais pas au courant. Il m'a texté aux alentours de 15 heures, heure du Québec, pour me dire si il voulait que je parle d'actualité avec lui. Puis quand Bertrand me le propose, c'est toujours un honneur et un privilège pour moi. J'ai dit ben oui. Puis j'avais pas pris connaissance de la nouvelle. Mais c'est Jean-Claude Pomerleau qui m'a appelé. Jean-Claude va venir nous parler dans les prochaines heures à Broche TV pour nous parler de cette situation-là. Jean-Claude est un des spécialistes de la francophonie qui nous éclaire très bien de la situation et apprécie beaucoup aussi ce que Bertrand Scholler apporte à nos connaissances ici au Québec et par le fait même toute la francophonie. C'est le fun aussi parce que moi je découvre aussi les médias africains. Je découvre toute la francophonie, tous les points de vue qu'on a par rapport à toutes les questions internationales. Et
À Brochu TV, on apporte notre petit grain de sel, je pense, là-dedans. Je pense qu'on est apprécié un peu partout dans le monde francophone. Je suis toujours surpris de voir que vous nous suivez puis que vous comprenez encore notre français. Hein, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de notre accent. Nous, on a le français que quand on a été conquis, c'est-à-dire le français de Louis XIV. Donc, c'est là que les mouais puis les toués, il paraît que c'était à l'époque très glamour de parler en toi et moi. C'est ça. Puis Bertrand a jamais été trop réfractaire aussi à mon accent. Et une autre découverte, c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui m'écoutent. La ville où je suis le plus écouté souvent dans mes émissions, je regarde les statistiques, c'est des Parisiens. Puis souvent, on me dit que les Parisiens ils aiment pas beaucoup l'accent québécois. Mais Bertrand, excuse, en attendant que tu reviennes, j'ai un peu parlé Mais de tout j'entendais, l'apport que tu apportes. Oui, j'entendais, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un. À chaque fois qu'on commence des émissions, il y a un problème, hein. Donc là, a priori, ça devrait être bien, mais oui, sait-on jamais. Donc oui. ouais, ouais, c'est les gens, effectivement, bizarrement, moi je trouve que l'accent québécois, c'est super sympa, mais il y a des gens qui ont du mal, en fait. Je sais pas pourquoi. Oui. Moi, je trouve ça. En plus, quelle chance de vous avoir sur le continent américain qui avait décidé de continuer à parler français. Franchement, on devrait être extrêmement fiers de l'effort que vous faites parce que c'est un vrai combat. Bertrand, j'en parle souvent aux gens. Je parle tout le temps de la sympathie que les Français ont naturellement envers les résistants québécois qui aiment la culture française. C'est naturel. C'est ça que je ressens avec toi aussi, puis avec plein de Français. Brochu TV, je ressens ça très fortement. Moi, je suis un fier euh, pratiquant de la culture française et toutes les valeurs que ça transporte. C'est Puis la chrétienté aussi. Ce qui a fait la force du Québec, ça a été le clergé québécois. Contrairement à tout ce qu'on nous a expliqué, puis qu'on a essayé de détruire ici au Québec dans notre histoire. Moi, une des forces que le Québec a, qui a perdu malheureusement, on était tricoté serré grâce au clergé québécois. Et ça s'est complètement perdu. Et la Russie, pour moi, Bertrand, est un exemple. J'en parlais avec Louis Lévesque hier, un chercheur qui a écrit un livre sur la ville de Kazan, qui, euh, moi, c'est une chose qui m'impressionne, c'est le retour dans la doctrine d'État russe, puis ça a été fait par Vladimir Poutine, de la religion orthodoxe, qui est redevenue dans la doctrine d'État quelque chose d'important. Et c'est Jean-Claude Pomerleau qui m'en a parlé de ça aussi. Donc, pour moi, c'est très important, ça, le côté spirituel qu'apporte ce conflit-là. Ben, Parce que, surtout en ce moment. C'est-à-dire que, si tu veux, quand tu es face à des décisions qui sont prises aux quatre coins du monde et qui sont complètement irrationnelles, c'est qu'il y a d'autres critères qui rentrent en jeu pour les décisions qui sont prises. Tu peux pas avoir de décision, en fait, d'analyse rationnelle de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas vouloir injecter l'humanité entière avec un produit qui a même pas fini les essais cliniques et qui n'a jamais fonctionné dans le passé, même pas sur des poules. Et d'un seul coup, tu décides de vacciner de force des milliards de personnes, en particulier des enfants qui peuvent pas être contaminés, sous prétexte qu'en les vaccinant, on pourrait protéger leurs grands-parents qui eux-mêmes sont vaccinés, mais manifestement, le vaccin les protège pas. Enfin, tu vois, tout ça, c'était des raisonnements qui étaient tellement ridicules, mais qu'on nous a imposés. De la même manière qu'on a imposé aux Ukrainiens de perdre 600 000 personnes, tu vois, jusqu'au dernier Ukrainien. Pour un pays de 40 millions d'habitants, 600 000, 700 000 morts, enfin, ça dépend les sources, il y en a qui disent 800 000 morts, c'est considérable. C'est-à-dire, c'est une grande partie des hommes valides d'Ukraine, parce qu'il y en a énormément qui ont fui le pays, mais tu as des gens qui sont sur le champ de bataille, qui ont entre 21 ou 22 ans et 60 ans.
et qui sont pas du tout entraînés. Ils sont véritablement là comme de la chair à canon. Bertrand, c'est tellement évident de ce que tu parles, puis nous, on en parle, puis tu t'es joint à moi et moi, je me suis joint à toi depuis quoi, environ 6 mois, là, puis c'est une chose qu'on dit depuis le début. Comment on peut justifier ce nombre de morts-là, et c'est là-dessus, là, c'est Boris Johnson. Ouais. Hein? Alors, Boris Johnson porte au moins 500 000 morts en Ukraine. Alors, on accuse Boris Johnson parce qu'en réalité, il veut bien prendre, il a accepté avec plaisir de prendre cette responsabilité. Et donc, tout le monde le cite comme étant celui qui a convaincu Zelensky de refuser le plan de paix. Ouais. Mais il faut se rappeler quand même qu'à cette époque-là, Zelensky, la personne dont il était le plus proche, c'était Macron. D'ailleurs, Macron était le seul homme politique que Zelensky suivait sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Il suivait Ah sa oui. femme et Macron. Et c'est Macron qui avait organisé en mars à Versailles une réunion avec tous les chefs d'État européens. Donc, ce n'était pas l'Union européenne, hein, tous les chefs d'État européens. Donc, c'était une espèce d'immense fête où ils s'étaient retrouvés à la Galerie des Glaces. Et suite à ça, Macron avait réussi à leur imposer de faire un front uni contre la Russie qui allait s'effondrer. Et donc, quant à cette théorie que la Russie va s'effondrer, tu es celui qui pousse tout le monde à refuser toute possibilité de paix, puisque la paix ne peut profiter qu'à la Russie, parce que s'il n'y a pas de paix, la Russie va s'effondrer à cause des sanctions. Et donc, depuis, il y a eu plus d'une dizaine de vagues de sanctions qui sont montées jusqu'aux assurances. Enfin, très vite, en fait, la Russie a été sortie du système international. Mais en fait, toutes ces sanctions ont un effet boomerang maintenant que ça dure. Parce que l'Union européenne et l'Europe en général a besoin toujours du gaz et du pétrole russe qui est de bonne qualité et pas du tout de celui qui arrive des États-Unis qui est de très mauvaise qualité. D'ailleurs, les Américains aussi achètent du pétrole russe et ils achètent du pétrole iranien et ils achètent du pétrole vénézuélien. Parce qu'en Ouais. fait, quand ils disent on va produire plus de pétrole ou de gaz, en fait, c'est du pétrole et du gaz dit de roche-mère, donc qui est de très mauvaise qualité et qui va être envoyé au pays en question cher, alors qu'en fait, c'est encore une fois de la mauvaise qualité et qui va nécessiter pour eux beaucoup d'efforts de transformation, etc. Donc voilà, c'est Avant de revenir à l'affirmation de Biden là, qui remet tout en question et qui met le monde vraiment sur le bord du précipice, là, c'est une annonce, là, Bertrand, tu seras d'accord avec moi, puis j'aimerais que tu remettes l'accent là-dessus parce que je veux qu'on parle de la question du pétrole puis de l'appel du président Schulz à Poutine, mais je veux qu'on vide vraiment la question dans quel monde on est actuellement. Tu parlais de la COVID tantôt, puis je veux que tu commentes la situation actuelle. Comment on va décrire, si on se rend là dans 20 ans, la période qu'on vit depuis la COVID? écoute, Les années folles, y si a-tu tu veux, imagine que tu es un historien qui étudie cette période. Tu vas avoir qui t'arrive en pleine figure tout ce qui est complètement irrationnel par rapport au Covid et il y aura peut-être tous les effets secondaires qu'on commence un peu à mesurer partout. Mais Ah tu oui. vas découvrir aussi le wokisme, tu vas découvrir le LGBT+, tu vas découvrir le génocide de Gaza, tu vas découvrir les sanctions qui sont comme si l'Allemagne s'était tiré une balle dans le pied ou dans le ventre, et la France pareil, et tous ces pays pareil. Et tu vas Les découvrir révolutions aussi de couleur. qu'il y a un petit pays Mm. qui s'appelle Israël, qui représente, c'est l'État juif, et qui a partout dans le monde des organisations d'influence qui s'appellent l'EPAC aux États-Unis, le CRIF, mais il y en a des dizaines, et qui en réalité contrôlent de fait et sans vente la politique de pays puissants qui font n'importe quoi. Parce qu'on va aussi découvrir des flux de migrants complètement déraisonnés. On va découvrir aussi une chute de la natalité qui est particulièrement inquiétante partout dans le monde, y compris en Afrique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peine au-dessus du maintien de l'humanité à sa population actuelle, hein, puisqu'il faut qu'il y ait plus de 2 naissances par femme pour qu'il n'y ait pas une chute de la population terrestre. Mais aujourd'hui, en Europe, je crois qu'on est entre 1,3 et 1,7 selon les pays. Même chose au Québec. Non, mais c'est délirant. Ça veut dire que dans une génération, il va y avoir un trou démographique considérable. Et c'est pour ça que peut-être aussi il y a cette espèce d'afflux massif de migrants, parce que finalement, c'est euh, c'est des nouveaux hommes ou des nouvelles femmes pour se mélanger avec les populations, peut-être faire plus d'enfants. Mais même ces personnes qui arrivent ne sont pas véritablement encouragées à faire des enfants, puisqu'ils sont traités en réalité comme des esclaves. Enfin, ils ont des avantages, mais quand tu regardes la situation à Paris, la situation aux États-Unis, tu n'as qu'à aller dans un magasin de bricolage et tu les as avec un petit panneau 3 euros, 3 dollars l'heure, 2 dollars l'heure, 20 dollars la journée. Enfin, c'est délirant. Comment veux-tu vivre avec 20 dollars aux États-Unis si tu as une famille, si tu as une maison, si tu as. Tu vois, c'est. Donc, on voit bien que le système, en fait, il encourage des futures guerres civiles. Mhm, mhm. Donc là, d'une part, on voit qu'il y a une tendance à aller vers une guerre nucléaire, mais en plus, il y a une véritable situation explosive de guerre civile dans tous les pays et qui est encouragée par les partis extrémistes. Ah, juste la game de foot, Bertrand, je sais Oui. que tu suis beaucoup le monde du foot. Comment ça s'est passé le match jeudi? Et comment on peut... C'était ça aussi, c'est dur à comprendre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé finalement à ce match-là? Alors déjà, alors oui, je regarde en même temps un peu les Je commentaires. ne regarde pas Effectivement, beaucoup, moi, là. non, mais je me suis trompé. J'ai appelé Nuit des longs couteaux. En fait, c'était bien la nuit de cristal. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette confusion. Il y a la nuit Oui. des couteaux, comme c'est précisé dans les commentaires. C'était bien une nuit où il y a eu l'assassinat de militaires qui étaient moins excessifs, entre guillemets, que Envers Hitler, hein, c'est ça? voilà, envers Hitler. OK, Donc, OK, oui. C'est mais, la nuit de mais cristal. Oui. en fait, hein, vraiment merci de spécifier, mais c'était pas mon message, c'était pas un message par rapport à l'histoire, c'était un Ouais. message par rapport à une nuit où il y a eu 100 personnes qui ont été tuées parce qu'elles étaient juives et le monde entier s'en rappelle. Alors ça s'appelle la nuit de cristal, je me suis trompé de nom, c'est sûr. Et donc, ce qui veut dire que je ne me rappelle pas, je me rappelle du fait, mais je ne me rappelle pas de son étiquette. En revanche, ce que les gens ignorent, c'est que tous les jours, à Gaza, il y Ouais. a au minimum ce nombre de morts. Et c'est bien facile à calculer, puisqu'il y a eu 400 jours et il y a plus de 45 000 morts. Donc, on divise 45 000 par 400, et ça veut dire plus que 100 par jour, ce qui est considérable. Mais Puisque là, on Bertrand, est mort civil. Et ça, c'est le petit chiffre, puisqu'en réalité, le vrai chiffre, il est plutôt, tu vois, comme pour les épidémies, c'est combien il y a de morts en plus que ce qu'on était censé observer comme nombre de morts. Et selon les personnes, on est entre 200, 250 000 et peut-être 500 ou plus milliers de morts à Gaza. Mais comme il n'y a plus aucune administration, il n'y a plus aucune archive, parce que les Israéliens ont tout bombardé, eh bien, en fait, on ne saura jamais la vérité. Et c'est voulu. C'est voulu de pouvoir contester la réalité. C'est-à-dire que s'il y a des procès, eh ben, ils diront non, mais vous ne pouvez pas prouver ce que vous avancez. Vous ne pouvez pas prouver qu'il y a autant de morts. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que il y a des gens qui ont posé la même question par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et ça a été interdit. Mais là, évidemment, pour Gaza, ce qui sera interdit, c'est de dire un chiffre, parce qu'en fait, ce ne sera pas possible de le prouver. Et donc, tu as toujours ces doubles standards machiavéliques, en fait, qui empêchent le grand public de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, j'insiste tout le temps là-dessus, mais parce qu'en fait, il faut que les personnes comprennent que la vérité,
elle est en train d'être interdite partout dans le monde. Et la question de Karl, c'était qu'est-ce qui s'est passé lors des matchs? Eh ben, lors des matchs, il y a eu des violences. Et les journalistes des pays occidentaux ont présenté ça comme des violences à l'encontre des Israéliens. Ils ont même évoqué le mot pogrom. Ils ont Hey. même évoqué le fait que un certain nombre de supporters israéliens auraient pu être enlevés, violentés, etc. Et donc le mot pogrom a été répété. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Dans tous les pays, ils ont dit, voilà, c'est pas simplement les Juifs qui sont attaqués, maintenant c'est l'État d'Israël qui est attaqué en tant que tel, et donc ils vont rendre les lois beaucoup plus difficiles. Donc c'est plus seulement l'antisémitisme ou le racisme qui est condamnable, ça va être l'antisionisme, c'est-à-dire critiquer la politique de l'État d'Israël va devenir un crime. Donc c'est déjà un crime de vouloir boycotter l'État d'Israël dans certains pays, ce qui est quand même incroyable puisque c'est les boycotts qui ont permis de faire tomber l'apartheid en Afrique du Sud. Et tous les gens qui observent savent qu'il y a un apartheid en Israël, et c'est un apartheid qui est catastrophique quand on voit les parties occupées comme la Cisjordanie, puisque la Cisjordanie, c'est pas un pays, et donc c'est géré entre guillemets par Israël, qui fait la police, qui fait les checkpoints, Wow. qui décide qui peut rentrer, sortir, etc. On est clairement dans une situation d'apartheid. Mais évidemment, les cours internationales de justice et autres, il leur faut des années pour juger, mais comme au fur et à mesure, il y a toujours des choses qui changent. Il y a une pseudo-paix qui arrive, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau machin, un nouveau pays qui conteste la légitimité des procédures en cours et tout. C'est comme pour un criminel, en fait, si tu veux. Ils utilisent tous les artifices et les pays comme l'Angleterre, comme la France, etc., sont tout le temps derrière. Donc, on va dire, ah ben non, mais c'est l'Angleterre qui tire les ficelles. Mais en fait, si tu poses la question à des gens qui sont à La Haye, ils te disent, mais non, c'est la France qui tire les ficelles. Et c'était pareil pour empêcher la paix. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec Macron et le sommet de Versailles. Il est l'acteur principal de ça. Il a été celui qui a fait semblant de vouloir négocier la paix avec Poutine avant le début de l'opération spéciale, quand il allait le voir en disant, je représente le monde entier, entre guillemets, et s'il te plaît, n'attaque pas l'Ukraine, alors qu'on était en train l'Ukraine était en train de se préparer à attaquer la Crimée et le Donbass. Et donc, c'était uniquement pour gagner du temps. Et Poutine le savait. Les Israéliens pensaient, pas les Israéliens, les Iraniens pensent la même chose de Macron. Et l'ayatollah Khamenei, il l'a dit. Il a dit, mais la mort de Nasrallah, de nos généraux et tout à Beyrouth n'a été possible que parce qu'on a été trahis par des gens qui nous ont fait croire qu'Israël voulait la paix. Ah oui, ah oui. Puis, Et ça tu s'est parles. passé, les bombardements étaient décidés depuis New York à l'ONU. Et là, devant les caméras, Netanyahou a donné les ordres. Et en fait, Nasrallah et les généraux étaient là pour essayer de calmer tout le monde parce que Macron venait de promettre aux Nations Unies, au nouveau président iranien, que la paix allait arriver. Et donc, comme ils n'avaient plus de walkie, de pager pour parler, et qui croyaient qu'il y avait la paix, comme Netanyahou était à New York, ils ne se sont pas méfiés comme ils se seraient méfiés d'habitude. Et ils ont été pleins à se réunir et ils ont tous été tués. C'est-à-dire que dans la même journée, il y a eu des dizaines de chefs iraniens et de chefs du Hamas qui ont été tués. Et au lieu de créer un énorme scandale, parce que l'Iran avait été trahi par la France aux Nations Unies, donc le Hezbollah a trahi, eh bien tous les pays en question ont félicité Israël pour son courage d'avoir tué ces gens-là. Or, Nasrallah, depuis 20 ans, c'était quelqu'un qui avait été extrêmement posé, puisqu'au moment où Israël attaque Gaza, c'était le meilleur moment pour que le Hezbollah agisse. Et il n'avait rien fait, puisqu'à l'époque, ils étaient très forts et Israël ne pouvait pas être sur deux fronts à la fois. Et donc, naïvement, ils ont joué l'accalmie. Parce que tout le temps, on leur disait non, non, mais vous inquiétez pas, il va y avoir un cessez-le-feu, il va y avoir la paix. Et en fait, à chaque fois, ils croyaient, et à chaque fois, Israël redoublait de violence. Et c'est pour ça que maintenant, les Russes ont compris. C'est-à-dire, s'il y a un seul missile qui arrive, ils ont accepté les chars, ils ont accepté les drones, ils ont accepté
les mercenaires, ils ont accepté énormément de choses. Sauf que là, pour les missiles, ils ont dit non. Ils ont dit, ça, on ne va pas accepter. C'est tout. Puis, donc, et là, tous les scénarios sont possibles, Bertrand. À tous Et les scénarios. ils l'annonceront pas 2 semaines à l'avance, là. Non. C'est quelque Ah non, chose non, qui ce peut sera se automatique. déclencher en l'espace de quelques heures, là. Mais même en quelques minutes. Les Iraniens, eux, en fait, ils ont une trou bleue, entre guillemets, pas une trou bleue, mais tu vois, ils voulaient pas tuer d'Israéliens, ils voulaient pas provoquer une escalade qui entraînerait un cycle apocalyptique. Donc, ils Ouais. ont mesuré la puissance il fallait qu'ils frappent les esprits, mais il fallait pas qu'ils tuent ou qu'ils détruisent trop. C'était OK. juste pour donner une leçon, pour dire on est capable de faire ça. Donc la première fois, ils ont montré qu'ils étaient capables d'envoyer beaucoup de drones, beaucoup de missiles. La deuxième fois, ils ont montré qu'ils étaient capables d'envoyer des missiles puissants et très rapides de façon très précise. Mais la troisième fois, s'il y en a une, il va falloir qu'ils tuent et qu'ils détruisent. Donc ils voulaient être suffisamment clairs pour que ce soit évité. Mais les Russes, ils en sont plus du tout là. Les Russes ont déjà perdu des centaines de milliers de soldats. Les Ukrainiens ont perdu des centaines de milliers de soldats aussi. Or, ça fait 2 ans que les Russes veulent la paix. Et ils savent que s'ils perdent tous ces soldats, c'est uniquement à cause de tous les efforts de l'OTAN pour que la guerre dure jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc là, les Russes, si les empreintes digitales de l'OTAN, France, Angleterre, Allemagne ou États-Unis deviennent trop claires, ils vont frapper parce qu'ils ne peuvent plus accepter d'avoir autant de morts. Dans la région de Koursk, où il y a eu une incursion de trentaines de milliers, 30 000 ou 40 000 soldats ukrainiens, il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués, beaucoup de femmes russes qui ont été violées dans le territoire russe, Hey. un territoire qui n'a jamais été contesté. Donc, il faut que tu imagines, pour les plus radicaux en Russie, qu'il n'y ait pas de réaction, ça paraît délirant. Parce que tout le monde sait très bien que si ça s'était arrivé aux États-Unis, imagine si le Mexique faisait ça aux Américains, le Mexique, il aurait déjà pris des bombes atomiques. Ben oui. Et tout le monde le sait. Et donc là, on voit toute la retenue des Russes. Mais à un Ben, moment, les Russes ne peuvent plus avoir de la retenue. Sinon, ils ont l'air lâches. Et s'ils ont l'air lâches, ils perdent à l'intérieur et à l'extérieur. c'est ça qui est tout le dilemme. C'est ça qui fait Ah, ils que ont plus le Poutine choix. essaie d'apaiser cette montée en tension-là, la provocation. Écoute, c'est le capitaine Place qui nous l'a appris aussi, toute la participation des Britanniques là-dedans, Bertrand. Ouais. Comment les Bah, Britanniques cherchent. les Britanniques, eux, en plus, ils ont un autre enjeu. C'est-à-dire que la relation des Britanniques, elle est extraordinaire avec les États-Unis quand ce sont des démocrates qui sont à la tête des États-Unis, puisqu'il y a exactement le même agenda, woke, LGBT+, guerre un peu partout, déstabilisation des régimes, etc. On sait bien, on a vu avec Obama et il y avait des guerres tout le temps. On a vu avec Biden, dès qu'il est arrivé, il y a eu des guerres tout le temps, alors que quand Trump était au pouvoir, il n'y avait pas de guerre. Donc l'absence de guerre, c'est quelque chose qui est inacceptable pour les Anglais, puisque les Anglais, en fait, ils sont très forts dans des secteurs qui apprécient les guerres. L'assurance, le, le conseil, la vente, toutes ces choses-là, c'est génial. En plus, ils ont aussi du pétrole et du gaz qui, évidemment, montraient très fort s'il y avait des guerres, donc ça leur profiterait, puisque les pays, s'il y a une guerre, par exemple, qui éclate avec l'Iran, le détroit d'Ormuz sera fermé immédiatement par les Iraniens, et donc le baril de pétrole, il va passer à 300, 400, 500 dollars le baril, alors qu'aujourd'hui, il est à moins de 80.
Donc, ça te Ça, c'est donne une une autre idée. affaire qu'on parle à Brochu TV, Bertrand. J'entends pas parler trop de ça en ce moment. C'est Jean-Claude qui me sonne qui allume la lumière, qui dit, hey, attention, il y a plein de choses qui peuvent se passer avant une guerre nucléaire qui peut faire souffrir l'Occident. Et puis surtout, les Russes peuvent décider d'arrêter complètement, alors que l'hiver arrive et qu'il s'annonce froid, de livrer la moindre goutte de gaz à destination de l'Europe, pas où qu'elle passe. Et ça, ce serait une catastrophe de plus pour l'industrie allemande et une catastrophe pour toute l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les hydrocarbures qui viennent directement ou indirectement de Russie après être passés par différents pays, que ce soit le Qatar, les Émirats, l'Inde, etc., c'est quasiment la même chose que ce que c'était avant la guerre. Les ventes de la Russie n'ont pas baissé, au contraire, elles ont augmenté. Parce qu'en fait, ce qu'ils produisent est irremplaçable. Les gens, parfois, sont extrêmement naïfs. Ils ont l'impression qu'il y a des pays qui ont des stocks de gaz ou d'or ou de pétrole et qui attendent naïvement qu'il y ait des sanctions contre la Russie pour le vendre. Non, le prix qui est fixé, il est fixé pour que tout soit vendu. Parce que quand les robinets du gaz ou du pétrole coulent, tu ne peux pas décider d'arrêter et tu dis je vais rouvrir le champ pétrolier dans quelques mois. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une fois que tu as démarré l'exploitation d'un champ de pétrole ou de gaz, il faut que tu l'exploites. Tu ne peux pas le garder en réserve. Et en revanche, tu vas être obligé de mettre en réserve si tu as un trop-plein, donc tu vas remplir tes cuves, tes réserves, tes machins. On Mais a ça, vécu c'est ce très problème-là pendant la COVID, hein, Bertrand? Au tout début de la exactement. COVID. Oui, hein? Il y a Où le les prix pétrole ont est passé baissé. négatif. Oui, Le pétrole, à un moment, il fallait, les gens te payaient pour que tu prennes le pétrole c'est parce qu'ils ça. savaient pas où être. Mais ça, il faut véritablement que les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est que tout ce que vendaient les Russes et en pétrole et au gaz, personne ne peut les remplacer. C'est ça. Et il n'y a pas des millions de barils euh, disponibles quelque part. L'Arabie Saoudite n'a pas intérêt à produire plus parce que s'ils produisent plus, ils vont moins produire et moins longtemps. Parce que quand tu as un rythme optimum d'utilisation de tes champs pétroliers, c'est-à-dire que tu as un rythme de débit qui va te permettre d'exploiter au mieux ton champ pétrolier. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, les pays n'ont pas intérêt à augmenter leur production, parce que ça voudra dire qu'ils pourront capter moins de pétrole ou que ça leur coûtera plus cher d'en capter plus. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est ça l'économie du pétrole. C'est pour ça que les Russes n'étaient pas inquiets, parce qu'ils sont irremplaçables. Puis, Encore aujourd'hui, c'est des salades quand ils disent on a réussi quasiment à remplacer les Russes. C'est faux. oui, puis c'est toi qui nous l'avais dit aussi, il y a les qualités de gaz là, qu'on met dans les conduits pour les cuisinières et autres, que c'est une qualité de gaz Oui. qu'on retrouvait en Russie, mais que là, les Américains disaient qu'ils allaient vous livrer ça en Europe. C'était pas aussi simple qu'on le présentait, là, hein? Ça va noircir les casseroles, par exemple. C'est-à-dire, si tu prends le gaz américain et que tu le fais passer dans les tuyaux de gaz dans les cuisines, les ménagères vont être folles de rage parce que ça Ouais. fonctionnera pas, ça va. Et donc, il faut traiter le gaz et ça coûte une fortune. Et ça m'amène à te parler 2 minutes de l'appel que Schulz a fait à Poutine. Peux-tu nous en Oui. parler? C'est important parce qu'après ça, on va finir sur tout le sujet Biden parce que j'ai d'autres choses à te dire là-dessus. Bah, écoute, depuis 3 ans, il n'y avait aucune communication entre l'Allemagne et la Russie. Et depuis, pareil, depuis à peu près février 2022, il n'y a pas de communication entre la France et la Russie, au niveau présidentiel. C'est-à-dire, évidemment, il y a des conversations entre, mais il n'y a pas de dialogue. Et donc là, c'est la première fois que Scholz parlait. Mais il parlait comme Zelensky a parlé quelques jours avant à Orban. C'est-à-dire, Orban était allé voir Zelensky en lui disant Trump vient d'être élu, tu devrais
faire la paix et comme ça, quand Trump sera là, tu vois, ça va être super pour ton pays, ça va être super pour l'Europe et on va pouvoir repartir sur des bases saines puisque Trump, de toute façon, veut absolument faire la paix. Et donc, il disait à Zelensky, le temps joue contre toi. Et Zelensky avait dit, non, non, le temps actuel joue pour moi. Et donc, Orban a dit, non, je crois pas. Mais ça, c'est ce que Orban a dit dans la presse, en disant, voilà, j'ai fait le job, j'ai essayé de raisonner Zelensky. Et on comprend maintenant pourquoi Zelensky n'était pas inquiet et pourquoi Zelensky était très provoquant vis-à-vis Orban. de Trump en disant mais Trump peut pas me dire d'aller m'asseoir, je représente l'Ukraine et je ferai ce qu'il dit. C'est pas comme ça que ça va se passer. On a aussi notre agenda. Et ça veut dire qu'en fait, il avait dû être assuré par Macron et par d'autres en disant ne t'inquiète pas, tu vas avoir toutes les armes que tu veux, tu vas avoir tous les missiles que tu veux, et on va profiter de cette période de Noël pour véritablement faire mal à la Russie à l'intérieur de leur territoire, comme tu veux depuis le début, parce que finalement, la Russie ne veut pas comprendre. Et Scholz, en fait, il est très déstabilisé. C'est-à-dire qu'il y a son ministre des Finances qui l'a quitté, et donc la coalition gouvernementale qui était fragile vole en éclats. Il va y avoir des élections en Allemagne qui vont avoir lieu, je crois que c'est en février, vers le 20 février l'année prochaine. Et il y a de très faibles chances que Scholz soit élu, parce que son parti, à toutes les élections récentes, s'est vraiment pris une raclée. Et donc, Biden se dit, mais parce que Biden continue à croire ce que Macron lui dit, c'est que la Russie peut perdre, comme d'autres croient que la Russie peut perdre. C'est le mec, il doit être tellement à l'ouest qu'il pense ça, comme Biden ou Harris pensaient battre Donald Trump. Et on voit bien, il y a 15 millions de voix qui ont disparu, on ne sait toujours pas où elles sont, puisque Biden avait eu 15 millions de votes en plus que Harris en a eu. Que sont devenus les 15 millions de personnes? Bertrand, on Oui, note que plusieurs sont dans l'ivresse de la puissance en Occident. Et dans le cas exactement. de l'Ukraine, c'est le cas, puis je vais t'en parler tantôt dans le cas du Proche-Orient, mais continue. Et donc, Scholz a appelé Poutine en lui disant, écoutez, voilà, moi je suis l'Allemagne, on est la troisième économie la plus puissante du monde. Alors ils sont en chute libre, hein, mais euh, et nous on voudrait vraiment que la paix arrive, parce que vous comprenez que nous-mêmes on en a besoin, mais c'est une paix où vous devez rendre tous les territoires que vous avez pris à l'Ukraine et les dédommager. Donc les 200 milliards qu'on vous a confisqués, il faut que vous acceptiez qu'ils soient utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine et rembourser les pays de l'Europe. Parce que les pays de l'Europe ont déjà dépensé 250 milliards pour l'Ukraine. Donc Wow. t'imagines, ils sont vraiment intéressés par récupérer les 200 milliards de la Russie, plus demander à la Russie de donner 200 ou 300 milliards de Bertrand, dédommagement. hein? J'ai C'est l'impression faux. qu'avec leur pensée binaire, là, ils disent OK, 250 milliards que ça nous a coûté, puis tiens, il y a un 200, 300. Et Hein. Ouais, ça réfléchit pas exactement. plus que ça, là. Oh, ils réfléchissent pas plus que ça parce que ces gens-là, ils ne travaillent jamais. Ils sont tout le temps à discuter les uns avec les autres et ils reçoivent des dossiers qui sont faits par des lobbyistes. Mais ils n'apprennent plus à réfléchir. C'est-à-dire, leur lobbyiste leur apporte un dossier et ils récitent le dossier. Il faut comprendre que pour réussir en politique dans pratiquement tous les pays, il faut être un bon soldat des gens qui te donnent les dossiers. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, mais comment ils peuvent être aussi cons, les hommes politiques, quand on les écoute, etc. Mais non, ils ne sont pas cons, ils sont parfaits pour leur rôle. Leur Euh, rôle, c'est pas d'être intelligent, c'est de bien réciter les dossiers que les lobbyistes leur donnent. Et donc, on a un parfait exemple en France avec Bardella. Bardella, c'est un mec, il le dit, et tous les gens qui l'ont croisé le disent. Le type, il n'a aucune opinion personnelle, mais il est capable d'apprendre très vite des dossiers et la parole que son parti lui impose. Et c'est comme ça que tu montes les échelons. Parce que les patrons du parti se disent, ah bah tiens, lui, c'est un bon soldat, il fait jamais de vagues. Il n'a pas d'opinion personnelle,
il n'a pas de colonne vertébrale, il est juste bon pour réciter ce qu'on lui dit. Et donc, il Bertrand, on a tous connu des gens comme ça qui sont eh capables de oui, parler de sujets qu'ils connaissent très peu, mais ils peuvent t'en parler exactement, pendant 2 heures puis te faire à croire qu'ils sont les meilleurs au monde. exactement, exactement. Sauf que Macron est différent. Lui, il fait partie de ceux qui tirent les ficelles. Et on voit bien, quand tu regardes les Scholz, les Macron, les gens comme ça, il y a beaucoup d'images où on a une forme d'admiration de ces gens-là pour lui. C'est-à-dire que tu sens qu'il a une domination intellectuelle très forte. C'est aussi lui qui lui récite ce qu'il doit dire. En tout Ben, cas, Scholz a parlé oui. à Poutine et Poutine lui a répété ce qu'il dit depuis des années. Ce qu'il avait écrit aux Russes, ce qu'il a annoncé en lançant l'opération spéciale. Il lui dit, nous, on veut bien la paix, mais elle doit prendre en compte les conditions du terrain actuellement, parce que c'est des conditions qui nous ont coûté beaucoup de vie, beaucoup de sacrifices, et elle doit faire que tous les critères de notre opération spéciale sont respectés. On n'a pas fait une liste pour notre opération spéciale négociable. On a sacrifié des dizaines de milliers de vies de soldats russes, on a accepté des sanctions, on s'est fait confisquer de l'argent, on s'est fait détruire Nord Stream, on a eu des attentats avec Crocus, on a eu le pont de Kerch qui a été détruit, qu'il a fallu restaurer. On n'acceptera rien d'autre que voilà la situation sur le terrain. Et il faut savoir d'ailleurs que les Russes, ils iront jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'ils réussissent à démontrer que le pont de Kerch, c'est les services secrets anglais, ils feront payer ce que ça a coûté de le réparer aux Anglais. S'ils démontrent que c'est les Américains ou d'autres, et ils iront au bout de ça. Il ne faut pas être naïf. Ben oui, Soyez puis une... c'est normal, c'est la normale des choses, Bertrand. Non, non, mais je sais, mais il y a beaucoup de gens qui oublient ça, qui vont être très surpris quand les Russes vont donner l'addition. Les Russes, ils ne sont pas du tout là pour enfiler les perles et dire non, non, mais on va laver notre linge sale entre amis, on est d'accord, on va oublier ça. Les Russes ne veulent pas ça. Parce qu'en fait, ils appliquent ces règles à leurs citoyens. Si tu veux, si un citoyen russe fait mal, eh ben, il va devoir compenser ou il va aller en prison. Ben, les Russes, ils appliquent la même chose à l'extérieur de la Russie. Ils n'ont pas deux poids, deux mesures, ils n'ont pas des doubles standards. Et donc, si quelqu'un a détruit les biens d'une entreprise russe, il va falloir qu'il rembourse et qu'il paye les dommages et intérêts. Et ça, les Russes vont le faire. Quand les Russes ils avancent en Ukraine et qu'il y a effectivement des bâtiments qui sont détruits ou autres, bah, les Russes, ils les réparent eux-mêmes. On a bien vu ce qu'ils ont fait à Mariupol, etc. Ils ne demandent rien à personne. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils ont été obligés de les détruire, puisqu'en fait, c'était utilisé par l'armée ukrainienne. Il y avait beaucoup d'images où ils cachaient des chars, des batteries de sol, des batteries de, de comment ça s'appelle, d'obus, etc. Donc forcément, ça devenait des cibles légitimes. Et en plus, il n'y avait plus d'habitants dedans, puisque plus souvent, les habitants avaient pu fuir. Mais depuis, ils sont revenus parce qu'en fait, ils veulent vivre en Russie, la plupart. Ils savent que le niveau de vie des Russes, il faut savoir que le revenu moyen par habitant en Russie, il est 4 fois supérieur à celui de l'Ukraine. Ah Parce oui. que souvent, nous, en Occident, on dit, mais non, mais l'Ukraine, c'est très au-dessus de la Russie. Mais c'est absolument faux. C'est-à-dire, les Ukrainiens, ils savent très bien qu'en Russie, on vit mieux. Parce qu'ils ont tous de la famille en Russie. Ils savent que les voitures sont meilleures, que le système de chauffage est meilleur, que l'habitat est meilleur, que les routes sont meilleures, que les juges font mieux leur travail, que en Russie, quand tu es un ancien militaire ou un ancien retraité, même de l'éducation nationale, la Russie t'aide, te donne un appartement, te donne une retraite. C'est plus du tout le cas en Ukraine. Tout l'argent, en fait, il sert à enrichir des, euh, des oligarques proches de Zelensky, des députés et des ministres. On a vu tout ça. Bertrand, je tiens à te Oui, noter, j'ai écouté certains reportages là, sur cette affirmation-là de Biden. Et là, je regarde un peu les médias de masse, comment ils essaient de justifier ça. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on parle que depuis qu'on a appris que les soldats nord-coréens intervenaient sur le territoire ukrainien,
que là, il fallait passer à la phase des missiles longue portée. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on est en train de nous vendre, là. J'ai hâte de voir dans les prochaines heures comment va être traitée la nouvelle, mais ça, j'ai vu ça apparaître très rapidement. Je sais pas si tu as remarqué ça de ton côté. Si, si, alors, en fait, les gens, ils oublient toujours. C'est-à-dire que nous, on considère parfaitement normal, depuis 2 ans, de fournir toutes les armes possibles et imaginables à la Russie, à l'Ukraine. Alors que dès qu'il y a des personnes qui émettent l'hypothèse que l'Iran aurait fourni des drones, que la Chine pourrait fournir du matériel ou de la technologie et que la Corée pourrait fournir des soldats, alors tout de suite, ça, ce serait une ligne rouge de l'Occident. Donc l'Occident pourrait tout faire pour un des partis et tout interdire à l'autre, mais l'autre, s'il a des alliés, les alliés n'auraient rien le droit de faire. Donc déjà, ça, c'est une vision du monde qui est complètement faussée et débile. Euh, la Russie a des alliés dans le domaine économique, médical, éducatif, mais également militaire. Et dans le cadre des contrats que la Russie a avec ses alliés, eh ben, ça peut inclure des échanges de technologies, de la vente de matériel, etc. Puisque la Russie, par exemple, vend du matériel. On a découvert récemment qu'il y avait des S-400 russes, donc des systèmes de défense antiaérienne, qu'ont les Iraniens. Et ce Ah qui oui, pourrait parle-moi de expliquer. ça, Bertrand. Parce que j'ai vu des images là-dessus de la fameuse attaque d'Israël il y a quelques jours où on avait prévu 3 vagues de F-35. Excuse-moi de te faire cette parenthèse-là parce Oui, que je la trouve importante. Parce que j'ai un de mes collaborateurs qui écoute beaucoup les nouvelles américaines et de certains médias sous influence et qui, lui, est certain que l'attaque israélienne a mis à terre complètement l'infrastructure militaire iranienne. Et là, j'ai eu d'autres versions qui nous parlent. J'ai vu des images, entre autres, des missiles S-400 qui ont intercepté des missiles très efficaces. Parle-moi de cette attaque-là. J'ai hâte de voir ta version là-dessus. ben, en fait, la version, elle est très simple. Euh, Quand ils ont envoyé leur attaque sur l'Iran, ils n'avaient pas idée euh, du degré de collaboration entre l'Iran et la Russie. Puisqu'en fait, il faut bien comprendre que tous ces gens-là pensent que la Russie est exempte, qu'elle a les plus grandes difficultés à résister à tous les drones et à la perspective de missiles, et donc elle a arrêté de vendre des systèmes antimissiles à d'autres pays. Donc ils pensaient que l'Iran n'avait pour se défendre que des systèmes obsolètes et qu'elle n'avait pas d'informations radar venant de la Russie, puisque les grands radars russes qui regardaient cette zone avaient été détruits par des drones ukrainiens. On se rappelle, hein, il y a quelques mois, il y avait des très grands radars qui avaient été détruits, mais c'est des radars vraiment compliqués à réparer. On ne peut pas les réparer comme MacGyver en venant avec du papier d'aluminium et quelques câbles. C'est des choses qui sont plus compliquées que ça à réparer. Non, Ouais. mais ça prend des mois, voire des années de remettre un système comme ça en état. Et donc, quand les attaques ont commencé, très vite, les pilotes israéliens et américains ou autres ont compris que leurs avions, ils allaient être engagés par les systèmes de défense antiaérienne russes, mais qui avaient été mis en place en Israël, pas en Israël, en Iran, et les systèmes iraniens en Iran. Et donc, ils ont reculé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ils font quand ils vont bombarder le Liban ou la Syrie, où ils vont où ils veulent avec leurs avions, et qu'en réalité, il se passe quasiment rien pour les avions parce qu'ils sont un peu furtifs et ils ont des systèmes de leurre ou autres, eh bien là, ils n'ont pas osé. Donc, ils ont tiré de loin et beaucoup moins de missiles que prévu, parce qu'ils ont vraiment eu peur. Parce que imagine s'ils avaient perdu ne serait-ce que 10 F-35, plus personne n'aurait voulu acheter des F-35 si l'Iran est capable de les défendre. Alors que l'Iran, c'est censé être un pays moyenâgeux sous sanctions depuis très longtemps. Et Bertrand, donc, ouais, n'étant pas un spécialiste militaire, j'ai bien compris qu'on avait prévu 3 vagues de 35 F-35. Le premier était justement pour détruire
les batteries anti-aériennes de l'Iran, mais que ça n'a Oui, pas fonctionné. Ils se sont aperçus rapidement qu'ils se faisaient repérer les F-35. Donc, si on avait exact. poursuivi, là, on aurait peut-être eu une nouvelle à la fin de cette opération-là d'une dizaine, d'une quinzaine de F-35 abattus. Ils se sont aperçus rapidement là qu'il y avait quelque chose, là, qu'il y avait un os en Iran. Et ça, c'est difficile à faire accepter ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. En tout cas, Bertrand, j'ai de la misère avec certains de mes collaborateurs qui sont certains là que Israël a la situation en main. Et c'est tout à fait le contraire. C'est ça, là. Il y a plusieurs mythes en ce moment qu'on doit éclairer les gens ici, Bertrand, et tu fais partie de ceux qui nous éclairent le mieux. Euh, euh, le parapluie militaire américain est percé et l'existence même d'Israël est remis en question. Israël ne peut pas tenir une guerre de longue durée avec ses voisins parce que c'est il y a, il y a, il y a, il y a des questions. Ils peuvent mener des guerres éclairs, mais à long terme. Puis le projet qu'il y a du Grand Israël me semble complètement sorti de tout leur récit à eux autres. Là. Euh, Parle-moi de cette situation-là aussi. Bah, la situation, elle est relativement simple, hein. C'est que euh, le drapeau israélien, ce qu'il représente, c'est l'idée du grand Israël. Ouais. C'est-à-dire que les deux traits bleus, en fait, ça montre les deux fleuves, hein, le Nil et l'Euphrate. Et l'étoile de David, ça symboliserait en fait le territoire du peuple de David, entre guillemets. Et donc, pour les Israéliens, en fait, ils ne peuvent être. Enfin, une partie des Israéliens considère qu'en fait, ils auront retrouvé leur terre promise quand ils auront le grand Israël. Et ils le disent de plus en plus fort, assez régulièrement. Et donc, on en est là, en fait. Ah oui, oui, C'est puis c'est ça qui est difficile de faire comprendre à certains. Ils sont certains que euh, parce que Trump, et là on va arriver à ce sujet-là, toutes les nominations qu'il a fait cette semaine, il est déjà prêt à. Je pense que c'est une des premières fois de l'histoire américaine là, qu'on compose le cabinet aussi rapidement. J'ai l'impression que les événements qu'on vit là, ces dernières heures sont pas étrangères à cette situation-là. J'ai l'impression que l'administration Biden veut créer le chaos avant l'arrivée de Trump, mais que Trump est déjà prêt là, s'il veut. J'ai l'impression que Trump là peut par une intervention musclée là rétablir la situation. À quoi tu t'attends du grand pacificateur Donald Trump dans cette situation-là? Bah, moi, je pense que, encore une fois, euh, les, euh, euh, comment dire, euh, les, euh, l'État profond aux États-Unis, donc qui est aussi bien présent chez les démocrates que chez les républicains, Ouais, ne veut pas la paix, c'est ça. indépendamment de Trump. Et donc, pour faire ce que veut Trump, il faut qu'il ait au Sénat un patron du Sénat qui soit en ligne avec lui. Et les représentants du Sénat et du Congrès sont tous élus avec une allégeance totale vis-à-vis d'Israël, soit directement vis-à-vis d'Israël, soit au travers de l'EPAC, soit au travers de leurs donateurs, qui soient liés ou pas à l'EPAC. Mais en réalité, ça représente des milliards. Et c'est vrai Wow. aussi pour la tête de la plupart des grandes boîtes américaines. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas cette possibilité en réalité. Tu vois, de. Ah, je comprends très bien ce piège-là, Bertrand. Je comprends très bien, parce que si on reprochait à Biden d'être entouré de Sayanim, j'ai tout le temps de la misère à prononcer le mot,
c'est-à-dire des gens sous influence de l'État d'Israël. Le général Delaware notait que c'est dans l'histoire américaine, dans l'administration Biden, il n'y en avait jamais eu autant. Et là, on regarde les nominations de Donald Trump ces derniers jours. Si on reprochait à Biden d'avoir beaucoup de néoconservateurs dans son entourage, je connais pas très bien la politique américaine, mais j'ai écouté plusieurs commentateurs qui semblaient dire qu'il y en a encore plusieurs dans l'entourage de Trump, des néoconservateurs, prêts à utiliser les gros bras dans le dossier de l'Iran. Je trouve ça un peu facile, mais je vais les laisser, les partisans de Trump, je vais les laisser croire à ça, là, qu'il va réussir un claquement de doigts de tout régler. Mais je regarde arriver cet Américain-là avec son style, hein, qu'il va mettre fin à tout. Et là, je me pose de sérieuses questions. En tout cas, les prochaines heures vont être très décisives, Bertrand, dans le dossier ukrainien. Il peut pas laisser aller ça, cette nouvelle-là, Trump. Si nous, on considère ça très important ce soir de faire une émission spéciale, j'ai l'impression que l'administration Trump doit, à moins qu'il soit totalement dans le coup, c'est-tu un coup de publicité? On fait tout ça pour créer une mini-crisette pour finalement régler le problème de l'Ukraine? On est habitué aux Américains des scénarios hollywoodiens. On est-tu là-dedans aussi? On est-tu encore dans une pure manipulation? Les prochaines heures vont être déterminantes là-dessus. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'à la fois Poutine et Trump sont immédiatement retournés vers leur quartier général, hein, vers le lieu de pouvoir. Donc Poutine au Kremlin et Trump à New York, où il est beaucoup plus proche de Washington, mais surtout il est proche de tous les lieux de décision américains, parce que en fait, il faut absolument qu'ils réussissent à faire passer des messages, aussi bien à Kiev qu'à Israël, d'arrêter cette escalade. Parce que les Russes, ils sont au moins autant, comment dire, en contrôle de la ligne rouge par rapport à ce que pourraient faire les Ukrainiens avec des missiles, donc avec l'OTAN, que ce qui est en train de se passer à Gaza. C'est-à-dire que si tu écoutes aux Nations Unies l'évolution des messages de la Russie vis-à-vis d'Israël, au cours des 6 derniers mois, ça a atteint quasiment un point de non-retour. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quasiment plus de diplomatie entre les deux pays. Il y a une défiance incroyable. C'est-à-dire que la Russie, c'est la Sainte Russie. Elle ne peut pas tolérer ce qui se passe. C'est pas possible. Et en plus, les Russes sont très proches de l'Iran. Et l'Iran est évidemment très proche du Hezbollah, donc du Liban. Et ce qui s'est passé avec Gaza est en train de se passer au sud-Liban et à Beyrouth. Puisqu'on voit que petit à petit, quartier par quartier, Beyrouth est en train de ressembler à Gaza. Ce qui, il y a 2 mois, personne n'aurait pu imaginer qu'un pays se permettrait de bombarder quotidiennement avec des avions la capitale d'un pays avec lequel il n'est pas censé être en guerre. Ben oui. Initialement, Israël n'est pas en guerre avec le Liban. C'est ça et on fait ça à la face du monde et c'est tout le monde se tourne et regarde ailleurs. Ah non, je trouve ça épouvantable. Et écoute, je vais te laisser. On va terminer bientôt l'émission. Je vais te laisser te reposer puis aller chercher d'autres informations. Si tu le veux bien, soit demain matin ou mardi matin, on pourrait reprendre un petit mardi matin maintenant. Hein? Mardi matin. Oui, mardi matin, on pourrait reprendre et voir la situation, comment elle a évolué. Donc, on va mettre fin à cette émission-là. Je te remercie. À moins que tu aies des choses à rajouter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va suivre. Donc, on se redit à mardi matin, 4 heures, heure du Québec, 10 heures, heure de France. Ça te convient? Parfait. Merveilleux. S'il y a des changements, on l'annoncera dans la programmation, mais si tout va bien, mardi matin, on va
faire le point de la situation. Puis j'ai bien d'autres sujets à te parler, des nominations de Donald Trump qui intéressent plusieurs personnes. J'aimerais avoir ton commentaire là-dessus aussi mardi matin. Super. Merci, Carl. Bonne soirée à tous. Et surtout, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, Oui, à celle de Carl, à mon Substack. J'y tiens beaucoup. oui, puis tu m'excuseras, hein, j'ai changé de studio. Hein, on travaille dans un genre d'autres studios et j'ai perdu ton adresse courriel là, que je veux afficher pour ton miel. Ça, pour moi, c'est Ok. très important qu'on Bertrand l'annonce. À... 55betchasse.com. OK, mais tu me le renverras dans un courriel, Bertrand, ou dans WhatsApp pour qu'on Je te le puisse, mets, je puisse le remettre dans mon nouveau programme. je le mets dans le chat immédiatement. Merci. Ah oui, puis dans le chat, ah oui, avec le chat, je vais pouvoir le remettre. Merci beaucoup, Bertrand. C'est toujours un grand privilège. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà, c'était Bertrand Scholler en direct de France. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit.